un bout de pays et où il n'y a pas l'électricité. Vous allez dans les villages pas loin de la frontière du Bénin là-bas. Tous les villages du Bénin sont électrifiés. Vous allez au Togo, les petits villages qui sont là, c'est pas Adam et Keta, c'est pas les petits villages qui sont tout autour du Mono là, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'en ont pas. Si certains en ont, ça vient du Ghana. De la même manière, si vous allez vers Mwepé, en allant vers le Ghana, les autres villages qui sont là-bas, c'est l'interconnexion avec le Ghana qui leur a donné l'électricité. Même les capables, petits pays, bout de pays, mais ils sont tout le temps là à prendre de l'argent, à mettre beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Donc, vous aurez encore le délestage pour un bout de temps. C'est une question d'argent. Les Togolais, ils ne veulent pas payer. Bon, voilà, on parle de souveraineté, mais on prend l'électricité chez les voisins, on ne paye pas. Pendant ce temps, il y a des gens qui volent l'argent, qui vont pour déposer sur leur compte. Et il y a des gens qui défendent des bandits comme ça. Donc, voilà. J'ai appris que, comme tout le temps, je fais un clin d'œil sur l'Assemblée nationale. J'ai appris qu'à l'Assemblée nationale, au Togo, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, on essaie de voir qui sont ceux qui informent, tout ça. Vous ne trouverez personne. Personne ne vous dira où est-ce qu'on prend les informations. Vous ne trouverez jamais personne. 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 Donc, laissez les gens tranquilles. J'ai appris qu'à l'Assemblée nationale, maintenant, quand il y a les plénières, on amène un drone et on circule le drone dans la salle. Vous imaginez, ça dépasse même la Corée du Nord. Ce n'est pas un drone qui filme les images pour une télévision, pour un média, non. On amène un drone en pleine plénière dans la salle de l'Assemblée nationale. En pleine plénière, on fait descendre un drone et on circule le drone sur la tête des députés. Assemblée nationale au Togo. Pour voir, peut-être en direct, qui manipule son téléphone, qui écrit à quelqu'un. Vous imaginez le niveau de terreur? C'est-à-dire, en pleine Assemblée nationale, au Togo, dans la salle. Ce n'est pas une télévision qui vient faire un reportage et qui utilise le drone. Ce n'est pas une image qu'on doit donner à une télévision. On fait circuler un drone sur la tête des députés, dans les couloirs, dans les allées. Le drone circule. Et les gens sont tétanisés à l'Assemblée nationale. Et les gens sont tétanisés. On va passer une vidéo de l'érosion côtière, une vidéo qui a été réalisée par AG+, je pense que ce sont nos confrères de Al Jazeera, qui avaient fait un très bon reportage il y a quelques années sur l'érosion côtière à la suite de la construction du 3e quai. Donc ce sont les impacts qui ont eu lieu après les investissements de Bolloré. Et la dernière fois, on parlait du cas Bolloré et de ceux qui éventuellement pouvaient se constituer partie civile dans ce procès-là et se voir dédommagés. On va passer cette vidéo-là. Peut-être ça peut donner des idées aux gens. On peut reconnaître ceux qui ont parlé dans les vidéos-là pour voir si les gens peuvent prendre contact avec eux pour que ces personnes-là se constituent aussi partie civile pour être dédommagés par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la plage. Donc, technique, vous pouvez passer ça. Merci. Ici à Gbodjomé, je sais qu'il y avait érosion côtière, mais ça arrive un peu. Raison pour laquelle, comme j'ai un peu de moyens, j'ai fait un bar à Gbodjomé plage qui s'appelait Obama Beach dans les années 2007-2008. Ça marchait jusqu'à 2010, 2011, 2012 où il y avait accentuation de l'érosion côtière et tout ce que j'ai fait comme investissement sont rentrés dans la mer. Je suis en colère d'avoir tout perdu parce que je suis en train de préparer l'avenir de mes enfants, de moi et de mes enfants.
intervient sur la côte pour implanter des infrastructures, on assiste à une perturbation de l'état naturel de la côte. C'est ça qui maintenant exacerbe l'érosion de la côte. Lorsqu'on met en place une infrastructure portuaire, la jetée du port maintenant empêche les sédiments qui sont transportés par la dérive littorale d'évoluer normalement. En amont du port, les sédiments seront déposés. Et ça, on va parler de la sédimentation. Maintenant, en aval, les sédiments qui sont dépouillés de la dérive devient déséquilibrée. Elle est obligée maintenant de prélever du sable le long de la côte pour équilibrer sa marche. Et c'est ça qui provoque maintenant l'érosion de la côte. Il devait venir sur le terrain, prendre les impacts historiques du premier port dans les années 60. Ils n'ont pas tenu compte des impacts négatifs du premier port. Donc ils ont agrandi ce port en prolongeant la digue d'arrêt de sable, ce qui fait que ça a eu des impacts négatifs sur les gens qui sont à côté est. Et ça protège côté ouest. Ces riverains aujourd'hui sont devenus les réfugiés, les gens qui ont perdu leur logement, ils sont dû réviser au niveau de Nigeria. Ils sont voyagés quoi. Il y a certains qui sont là, mais ils sont devenus locataires chez eux. Il y a certains chefs qui ont perdu leur valeur royale. Il y a les cimetières qui sont envahis par la mer. Les crânes se sont sortis, les enfants, les jeunes ont vu ça. Les héritages culturels aussi sont rentrés dans la mer. Avis, le pollueur paye. Normalement, la Banque mondiale doit réparer ce qu'ils ont causé comme dommage sur les riverains. On a les documents qui attestent que c'est le port. Il y a les propres experts qui ont dit sur les réseaux sociaux que finalement on a compris que c'est la construction de ce port-là qui a engendré l'érosion côtière. Il ne veut pas tenir compte de tout ce qui sont sortis sur les médias. Constitue le poumon économique du pays. L'État a besoin de moyens pour développer le pays. En même temps, l'action de l'État provoque des perturbations au niveau de la côte. C'est à ça que l'État maintenant prend des initiatives maintenant pour pouvoir sauver la situation. N'est pas toujours garanti si rien n'est fait. Il y a plein de jeunes qui sont partis ailleurs. On ne peut pas se réfugier et devenir quelque chose pour son pays. Ils vont aller copier les mauvaises choses chez les gens et venir au Togo. La population est en danger. Donc voilà, c'est je pense que c'est un élément de AJ+, de nos confrères sur l'érosion côtière. Cet élément date de, je pense, déjà 5 ans ou un peu plus. Et donc ça veut dire que entre-temps, la mer aura déjà aussi encore avancé, puisque selon les données, c'est 10 mètres pratiquement par an que la mer avance. Donc je suis convaincu que les maisons qu'on a vues là sont aussi déjà englouties dans la mer. Il y a tous ceux qui avaient des restaurants sur la plage, les hôtels comme Ramatou, tout ça aujourd'hui qui ont pratiquement des problèmes ou disparu. Donc voilà les effets de l'érosion côtière. On va aller rapidement. Il y a 2 avis de disparition que je dois partager avec vous. Un avis de disparition et puis un autre avis lié à un décès. Il y a une jeune dame béninoise qui, si on peut voir les images, voilà, qui s'appelle Johanna Okumare. Johanna Okumare, c'est une béninoise qui fait des études d'hôtellerie au Togo à l'école de formation à Venida.
qui a disparu depuis le 27 mars 2026. C'est une jeune dame, selon ses proches, qui a quelques petits soucis psychologiques. Elle était dans cette école au Togo. L'école, compte tenu de son état, s'est séparée d'elle. Ses parents sont venus la chercher à Lomé pour Cotonou. Et le lendemain, elle disparaît de Cotonou. On ne sait pas où est-ce qu'elle est exactement. Et le signalement a été fait à la police. La police béninoise a essayé de borner son téléphone. Et aux dernières localisations, elle est revenue au Togo, elle se trouvait à Lomé. Et selon la famille, il semblerait que par rapport à ce dont elle souffre, un pasteur lui aurait proposé des séances de guérison dans son église. Et de temps en temps, le téléphone s'allume, s'éteint, mais ça signale quand même qu'elle est en territoire togolais. Et donc, sa famille est en train de la chercher. Et donc, le pasteur en question au Togo, si elle est effectivement dans une église, il faut que le pasteur signale sa présence aux parents, même si c'est une personne qui a des soucis de santé, avant de la traiter, il faut voir les parents. Sinon, la loi peut vous être fatale. Il y a des églises qui recueillent des gens, soi-disant pour les soigner, sans l'aval des parents ou des familles. S'il arrive quelque chose, vous êtes punissable. On peut vous arrêter pour rien. Donc, je pense que puisque c'est une émission qui est très bien suivie, s'il y a un pasteur qui héberge cette dame-là pour des séances de prière en vue de sa guérison, il faut signaler ça aux parents. Donc, je salue au passage nos frères béninois qui sont dans une période électorale. Nous les soutenons, on les accompagne. On espère que cette transition, cette élection se déroulera dans les bonnes conditions et que l'enracinement de la démocratie béninoise sera un élément de comparaison avec ce qui se passe au Togo, l'autre continent. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Donc, Joanna Okumare, si quelqu'un rencontre cette dame quelque part, il y a des numéros que vous pouvez appeler pour signaler sa présence. Il y a un jeune homme aussi qui m'a écrit que son père est parti aux États-Unis en 2024. Si la technique peut projeter aussi les images de son père qui est parti aux États-Unis en 2014. Le monsieur s'appelle Agbali et il est parti aux États-Unis le 14 août 2024. Malheureusement, il est décédé accidentellement. Il aurait été tué par un véhicule public lorsqu'il revenait de l'adoration du Saint-Sacrement dans l'église Moda Seton Catholic Church à Montgomery, le 24 décembre de cette année-là. Donc en 2024. Il est parti, donc le jeune homme me dit, nous sommes 4, notre papa est parti aux États-Unis pour préparer notre avenir. Et il a été fauché par un véhicule public. Ce qui nous a été rapporté, c'est qu'il a été tué par un véhicule public et la caméra avait flashé l'accident. Mais sur le certificat de décès, ils se sont précipités pour mettre qui s'est suicidé, suicide, qui est écrit, et ils n'ont pas compris. Il rappelle que le chauffeur qui avait heurté leur papa était un blanc. Bon, vous connaissez les réalités des États-Unis. Donc le papa a été rapatrié. Donc je montre les images, les visas et tout ça. Ce monsieur a été rapatrié au Togo le 17 avril 2025, où il a été enterré le 19 avril. Ses enfants sont en train de lancer un SOS pour voir s'il y a des gens du côté des États-Unis qui peuvent les aider à voir clair dans cette histoire, surtout que ces effets ne sont jamais rentrés. Et celui qui m'a envoyé le message, vous pouvez, si des gens peuvent le contacter, c'est son fils qui s'appelle Espoir Agbali, qui est au numéro 228 92 41 26 54. 228 92 41 26 54. Donc, ces enfants sont à la recherche des raisons pour lesquelles le papa a été tué aux États-Unis. Il a été heurté par un véhicule public, mais sur son certificat de décès, il a été inscrit suicide.
Donc voilà les réalités. Donc je pense que cette partie aussi est terminée. On a parlé de l'érosion côtière, on a parlé de la sûreté. Voilà, Nyoto. Alors, Nyoto, c'est une situation un peu déplorable. Je vous avais parlé de la situation de Nyoto, une société qui produit des huiles à partir des oléagineux, donc les graines de coton, les graines de karité, tout ça qui est en difficulté et qui est sur le point d'être cédé à un groupe, je pense, saoudien. Ils ont plusieurs centaines d'employés, les gens ne sont plus rémunérés depuis des années et aujourd'hui il y a comme une espèce de ping-pong entre la direction, les nouveaux repreneurs, l'État. Tantôt on dit ouais, que le gouvernement n'est pas, le DG dit que le gouvernement a écrit une lettre pour dire il faut pas céder les parts, tantôt il faut faire ci, tantôt il faut faire ça, et les employés qui sont en difficulté par rapport à leur salaire sont perdus, sont totalement perdus. Et depuis là, la situation ne s'éclaircit pas. Vous savez, quand les Togolais ont des problèmes au niveau de leur société, les sociétés qui les emploient, les gens m'envoient plein de messages, et voilà, Ferdinand, il y a tel souci, il faut nous aider, il y a tel souci. Donc la situation à Nyoto est celle-là, elle est un peu compliquée. On ne sait plus finalement entre le directeur, les nouveaux repreneurs, le ministère des Finances qui dit la vérité. Est-ce que les choses se passent telles qu'il a été rapporté? On ne sait véritablement pas ce qui se passe. Donc là actuellement il y a une tension dans la boîte et les employés cherchent à connaître la vérité sur ce qui est en train de se passer avec leur patron et voilà. Ça, c'est Nyoto. Donc, je reste toujours au port avec les employés de LCT qui m'ont fait parvenir aussi un message à la suite de ce que j'avais dit sur un de leurs patrons, M. Jean-Bernard Totonde Vitogo. Monsieur Ferdinand, nous employés, nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre égard depuis votre sortie le 15 mars 2026 sur la situation de LCT concernant l'injustice, la terreur, la corruption et le favoritisme mené par Jean-Bernard Totonde, directeur des opérations. Ce dernier, en collaboration avec les ressources humaines, ont nommé sans aucune note de service un de leurs proches collaborateurs comme gate manager, en antidatant cette nomination sur le 2 mars 2026. Au lieu qu'ils cherchent à régler ces problèmes-là, ils ont commencé la chasse aux sorcières, menaçant dans les coulisses de s'en prendre à ceux qui vous fournissent, donc moi, les informations. Concernant la corruption, le directeur des opérations entretient des liens avec des grandes maisons de transit qui lui versent des pots de vin, les transits comme Lookman Trans, ATI et autres pour la planification, le scanner, le positionnement au CFS. Pour ce qui concerne les camions hors gabarit, LCT possède des caméras de surveillance de dernière génération. Ils peuvent consulter les 5 dernières années des sorties de ces camions hors gabarit, business entretenu par le directeur des opérations, la douane, la société de sécurité chez SPS et un certain shérif de Medlog. Tout ceci se fait au mépris des règlements de l'UEMOA. Évidemment, quand on fait la fraude sur le chargement des camions de grand gabarit, ça abîme les routes et ils ont des amis au niveau des postes de pesage qui font passer les camions sans que personne ne s'en aperçoive. Donc tout ceci se fait au mépris des réglementations de l'UEMOA, mettant ainsi certains collègues en conflit avec la loi qui avaient fait sortir des camions chargés des OSOG, marchandises posées sur un conteneur flat lors d'un transfert des conteneurs à la plateforme industrielle d'Adetikopé. Au niveau de Vessel Gates et du planning, il fait la promotion de ses proches en mettant à l'écart des Togolais. Et c'est ça même qui me frustre, c'est ça qui m'embête quand nous avons un bien, un patrimoine chez nous dans lequel des étrangers viennent investir. Au lieu de privilégier les Togolais au niveau de la nomination des postes, au lieu de faire la promotion des Togolais, on va chercher des étrangers qui, eux, à leur tour, font venir leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, au détriment des compétences locales. Et c'est l'État, c'est à l'État qu'il revient, en tant que pays souverain, de garantir les postes
certains postes stratégiques dans certaines entreprises aux citoyens, aux compétences locales. Ça se fait dans tous les pays, même dans les pays européens. Il y a certains secteurs en Europe où tu ne peux pas aller postuler parce que c'est des secteurs stratégiques. Tu as beau avoir des diplômes, si tu n'as pas la nationalité de ce pays-là, même si tu as la nationalité, si on trouve que c'est une nationalité qui a été acquise et que tu n'es pas de souche de ce pays-là, on va t'écarter. Donc, je ne comprends pas pourquoi chez nous, on vient, on crée des structures chez nous, comme le port, comme tout ce qu'il y a au Togo, comme les télécoms et tout ça, et on fait venir des compétences extérieures au détriment de tous ces Togolais qui existent, les jeunes qui sont bien formés dans les universités, dans les écoles de formation, qui sont des ingénieurs. Et maintenant, ces gens-là, à leur tour, ils font venir leurs copains, leurs copines, leurs amis de leur pays pour noyer les compétences togolaises. Moi, je suis fondamentalement patriote. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand je reçois ces informations-là, je suis très très en colère et je ne tarde pas pour en parler. Donc voilà la situation à LCT. Nous interpellons d'abord la direction générale de LCT qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses employés, qui ont contribué à l'évolution de l'LCT depuis le début du terminal, de prendre au sérieux ces inquiétudes et frustrations du personnel, de faire de la lumière sur ces affaires de corruption liées au positionnement des conteneurs et au non-respect de la réglementation de l'UEMOA afin de mettre fin à ces pratiques qui n'honorent pas LCT. LCT représente le poumon de l'économie nationale et internationale et ne peut être entaché de ces comportements véreux de ces responsables qui viennent de l'étranger. Alors, moi, j'ai rien à foutre de qui me donne des informations, tout ça. Mais si vous commencez pas à menacer des gens dans des boîtes parce que ces gens, ou vous soupçonnez des gens d'avoir fourni des informations à Ferdinand, ça peut vous être fatal avec le temps parce que voilà, vous serez plus exposé. Donc, il vaut mieux corriger ce qui ne va pas, améliorer les conditions et avancer plutôt que de vouloir chercher la petite bête ou les poux sur des têtes rasées. Donc, celui qui menace les gens, faites très, très attention. Sinon, moi, si je me mets derrière vous, vous allez sauter. Vous allez sauter et ça vous sera fatal. Donc, arrêtez de menacer des Togolais. Les Togolais estiment que vous les écartez au niveau des postes au profit d'autres personnes, des étrangers. C'est leur droit le plus absolu. Ils sont sur le territoire, c'est des Togolais. C'est des Togolais, chacun a une préférence nationale. Moi, je préfère les Togolais à des postes de responsabilité aux étrangers. Ça se fait aussi dans d'autres pays. Le port autonome, c'est pour les Togolais. Le port autonome de Lomé, si on n'avait pas des dirigeants bêtes, antipatriotes, des bandits, qui font la place aux étrangers. Mais le port autonome de Lomé, 80% des emplois devaient être pour les Togolais. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. C'est parce qu'on a des dirigeants irresponsables, antipatriotes, des vendus, qui font qu'ils livrent tout ce que nous avons comme richesse aux étrangers. C'est ça la réalité. Donc, tout ça, un matin, et les Togolais se battent pour ça, et ça va passer. Donc, si vous avez la chance de venir travailler au Togo, d'avoir un poste de responsabilité dans une société au Togo, mais si vous vous mettez à écarter les Togolais, c'est de bonne guerre que nous, les Togolais, on vous mène une vie dure. On vous mène la bataille dure. Donc, si vous voulez rester à votre poste tranquillement, M. Jean-Bernard Totonde, respectez les Togolais, évitez de mettre des bâtons dans les roues des Togolais, faites la promotion des compétences togolaises et vous n'aurez pas de soucis. Mais si vous voulez vous mettre sur le chemin des Togolais, les Togolais aujourd'hui ont quand même quelqu'un qui porte leur voix, c'est moi. Nous sommes nombreux, mais ma voix porte encore plus que les autres. Donc moi, je ne vais pas vous faire ça facilement. Je vais faire ça très dur. Parce que je suis aux côtés de mes compatriotes. Je suis avec les Togolais. Partout, les Togolais sont brimés. Les Togolais ont des problèmes. Les gens les écrasent. Moi, je suis là pour porter leurs revendications. Donc, LCT, c'est une société qui doit profiter aux Togolais avant de profiter aux étrangers. Donc, si vous avez la chance de venir travailler au Togo, respectez les Togolais. Voilà ce que moi, j'ai à vous dire. Donc, arrêtez de menacer les gens à l'intérieur de la boîte, qui sort les informations, qui fait ci. Ferdinand a des informateurs partout. Partout.
Il y en a partout. Vous ne pouvez même pas savoir. Il y en a partout. Donc, faites très attention. Donc, ça, c'est pour LCT. Je vais parler rapidement de notre compatriote. Je pense que j'ai parlé pratiquement de tout. Avant de parler d'un dossier foncier, je vais parler de notre compatriote Jean-Paul Omolou. S'il vous plaît, chers Togolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, nous devons faire quelque chose pour Jean-Paul Omolou. Parce que Jean-Paul Omolou est en train de mourir à petit feu. Il traverse une situation très difficile. Ça fait des années qu'il est en détention dans un lieu secret. Ça fait des années qu'il est sous le coup de la torture. Ça fait des années qu'il est privé de ses droits, les droits même à la santé, de voir un médecin et de se faire soigner par le médecin de son choix. Ça fait des années qu'il est enfermé dans une cellule totalement fermée, non aérée, avec un bout du mur, et là où il y a le bout du mur qui est totalement en haut, il reçoit des odeurs pestilentielles, parce que derrière la cellule où il est enfermé, il y a les puisards. C'est aussi une forme de torture. Donc les puisards dégagent des odeurs nauséabondes directement dans sa cellule. Donc 24 heures sur 24, il reçoit dans sa cellule des odeurs nauséabondes qui aggravent sa situation, sa respiration. Vous comprenez? Et c'est fait exprès pour qu'il meure à petits coups. Et c'est le SCRIC, les responsables de SCRIC, qui sont les auteurs de ces genres de choses. Et maintenant, la cellule est sous un escalier où il est mis un climatiseur qui travaille pour un bureau qui est mitoyen. Donc, toute la chaleur du climatiseur est aussi renvoyée dans la cellule. Donc, il reçoit à la fois les odeurs pestilentielles qui viennent des puisards qui sont derrière la cellule, qui l'étouffent, et il reçoit aussi la chaleur du climatiseur qui n'est pas loin. Donc tout ça, c'est fait pour le tuer à petits coups. Et il est sérieusement malade parce qu'avant d'être arrêté, il avait subi des opérations dans son pays de résidence. Je vais vous donner quelques détails. Je vais vous donner quelques détails. Il a une maladie génétique appelée thalassémie type alpha. Thalassémie type alpha. Les médecins sauront de quoi il s'agit. Et il a été opéré. Et donc, il doit être consulté régulièrement parce que l'opération a laissé des traces. Et sur le plan hygiénique, il doit faire régulièrement ses toilettes. Alors, on l'empêche de faire régulièrement les toilettes, on l'enferme pendant des heures. Les avocats qui allaient régulièrement pour le voir, les avocats, je ne sais pas ce qui se passe, les avocats n'y vont plus régulièrement, il n'a plus les nouvelles régulières de ses avocats. Il est quand même dans une situation assez préoccupante. Et moi, j'ai le sentiment que en fait, c'est une peine de mort qu'on lui inflige sans être même jugé. On veut le voir mourir à petits coups. Et dès qu'on sentira qu'il n'en peut plus, un matin, on va le dire, bon, on te libère parce qu'on sait qu'il va aller mourir après. Donc, nous devons faire quelque chose pour ce compatriote-là.
je ne sais pas ce qu'il faut exactement, mais la seule arme que nous avons, c'est de faire du bruit. Hein? Make noise, comme quelqu'un l'a dit. C'est de faire du bruit. Sur tous les panels, d'organiser. Quand on était en Suisse la dernière fois avec nos amis de rupture, Fleurline et comment il s'appelle, Aziz Goman, on a beaucoup parlé du cas Jean-Paul Omolou, de Niakadé et tout ça, mais j'estime qu'il faut qu'on fasse beaucoup de bruit, parce que le sorcier, c'est quand tu cries sur lui qu'il lâche la proie. On dit, le crime se nourrit du silence. Donc, tant qu'on n'a pas crié sur le criminel, il va toujours continuer par faire les bêtises. Donc, nous avons besoin de remettre le cas Jean-Paul Omolou sur le tapis et de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir sa libération. Et c'est très important. Et ce sont les gens comme Lengbale qui l'ont torturé, et plein d'autres personnes qui ont attenté à sa vie, tout ça au SCRIC là-bas. Et il y a même des gens qui ont été sanctionnés au SCRIC là-bas, qui ont été reformés parce qu'ils auraient porté un petit coup de main à Jean-Paul Omolou pour quelques avantages. Et donc, c'est un cas vraiment de séquestration et d'isolation, hein, des pratiques inhumaines. Hein, c'est de la torture. Donc, je vous en prie, nous devons faire quelque chose pour ce compatriote-là. Je reviendrai en détail parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine de préparer bien son dossier. J'ai des fiches sur lui, mais je vais revenir en détail sur ce dont il souffre, comment est-ce qu'il est traité là-bas, comment est-ce qu'il a été traité, comment il est mis en isolement, comment est-ce qu'il est régulièrement empêché de voir son propre médecin et pourquoi les avocats aussi ne vont plus régulièrement lui rendre visite. Donc, je reviendrai là-dessus. Voilà. Donc, dans la rubrique des informations, on va terminer par, je pense à sa famille, ses enfants, sa femme. Voilà. On va terminer par un gros litige foncier que l'État, avant de tomber sur les autres sujets, que l'État n'arrive pas à régler. C'est un problème très profond qui remonte depuis la période coloniale. Et ce problème-là a été évoqué à la CVJR, mais au niveau du gouvernement ou de l'État, on ne veut pas trouver une solution entre ceux qui étaient là depuis et qui ont offert comment appeler ça, qui ont offert comment vous appelez ça, qui ont accepté que d'autres compatriotes, l'hospitalité, voilà, qui ont offert l'hospitalité à d'autres compatriotes de venir s'installer chez eux pour une période donnée. Je vais parler de la situation de l'Est Mono à Elavagnon. C'est une situation qui est explosive. Et si rien n'est fait, cela peut aboutir à des problèmes très sérieux. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai ici quelques documents, des documents qui datent de certains de la période coloniale. Alors, pendant la période coloniale, il y a eu un bail. Un bail, donc si on peut montrer le premier document, c'est le contrat de bail de la période coloniale, où on a l'entête République française. Voilà, c'est ça. Donc, pendant la période coloniale, il y a eu un contrat de bail entre le gouverneur de l'époque et le chef du village, le chef canton de Pessy, qui s'appelait Kodjo Edo, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que le contrat dit, ce contrat de bail? Cercle du centre, République française, donc c'était le territoire sous autorité française. Territoire du Togo, cercle du centre, République française. Liberté, égalité, fraternité. Donc, pendant qu'on était sous l'autorité française, notre devise c'était liberté, égalité, fraternité. Contrat de bail entre les parties ci-après dénommés. D'une part, M. Bérard Géant, commissaire de la République au Togo, demeurant et domicilié à Lomé à l'hôtel du commissariat de la République, agissant au nom et pour le compte du territoire du Togo. Et d'autre part, le chef canton de Kwesi, propriétaire de la terre et le chef de village des Dégou. Il a été convenu,
ce qui suit, sous réserve de l'approbation par le commissaire de la République en conseil de gouvernement et après l'approbation de l'Assemblée territoriale du Togo. Le chef canton de Kwesi, le chef de Dégou, reconnaissant l'administration sur la base des modalités du louage amphithéotique. Bon, ceux qui nous écoutent peuvent chercher le mot. Du louage amphithéotique. L'usage et la jouissance des terres situées sur le triangle Ogou-Mono, route de Nyamasila-Kwesi, Dégou, Yébou, telles qu'elles sont délimitées au paragraphe 2, suivant à charge, pour elles d'en organiser, d'en assurer la mise en valeur agricole. Les terres dont l'usage et la jouissance sont reconnus à l'administration du territoire sont conformément au plan joint ainsi délimité. En ce qui concerne les terres situées à l'est de la route Doté-Kopé et Lavagnon, par la route Doté-Kopé-Lavagnon à l'ouest, au sud par un layon direction plaine est rectiligne tracé jusqu'à Logou et partant d'un point situé sur la route de Doté-Kopé à Elavagnon à 8,35 km du pont de Doté-Kopé. Au nord par un layon rectiligne parallèle à la route vers Logou et partant de la limite est et de la réserve forestière du Bas-Ogou, d'un point situé sur cette limite à 2 km 400 de la route vers Logou. À l'est par la partie de la rivière Ogou comprise, entre l'extrémité est de chacun des layons définis aux alinéas B et C ci-dessus. En ce qui concerne les terres situées à l'ouest de la route de Doté-Kopé à Elavagnon et à l'est par la route de Doté-Kopé à Elavagnon. Au sud par Elayon, tout ça. Au nord, bon, voilà tout le document, je le lis comme ça. À l'ouest par le fleuve, machin. Je lis les conclusions de ce document. Voilà. Le présent, donc ce document qui dit, ce qui est important, je vais vous lire. Dans le périmètre ainsi délimité, l'administration organisera librement la colonisation agricole des terres suivant des principes et les méthodes qui lui paraîtront appropriées sans aucune justification au bailleur. Elle repartira les terres entre les colons. Elle sera seule juge de l'opportunité et du lieu de leur implantation. Elle fixera l'organisation administrative de cette région. Elle pourra y entreprendre tous travaux et constructions qu'elle jugera utiles. Établissement des voies de communication, travaux forestiers et agricoles. Le présent bail est conclu, c'est ce qui est important, pour une durée de 50 ans, qui prendra date à compter du jour de la signature par toutes les parties intéressées. Il sera renouvelable de plein droit par période successive de 20 ans, à moins que le preneur ou le bailleur ne manifeste une intention contraire par l'expédition à l'autre partie d'une lettre de préavis recommandée au moins 6 mois avant l'expiration du délai de la période en cours. Le bail est consenti moyennant une redevance annuelle et symbolique de 1 franc. À l'expiration de ce bail, les chefs sous-signés et ou leurs héritiers recouvriront intégralement les droits coutumiers sur cette région. Fait en 3 originaux, dont un destiné à la conservation foncière à Lomé. Fait à Lomé le 5 septembre 1956, le commissaire de la République au Togo, Jean Bérard, le chef des villages d'Égou, Kodjo Amégan illettré, donc il a mis son empreinte, le chef du canton de Kwesi, signé Kodjo Edo. Donc, ce bail qui a permis l'installation sur ces terres de certains de nos compatriotes de la région septentrionale est en train d'être aujourd'hui un conflit terrible entre ce qu'on peut appeler là-bas les autochtones et les gens qui ont été accueillis. C'est clair que ceux qui ont été accueillis depuis 50 ans ne peuvent plus retourner chez eux. Mais il faut trouver une solution pour régler ce problème définitivement, pour qu'il
y ait une cohésion sociale entre toutes les communautés qui sont dans cette zone-là. Alors, depuis un certain temps, les populations de cette localité, à travers leurs chefs, sont en train de faire des démarches pour signifier aux autorités la fin de ce bail et trouver les moyens pour régler les problèmes. Mais il se fait que toutes les démarches qui sont en train d'entamer sont d'abord au mois de juillet. La collectivité Tété, identité coutumière de Kwesi, Badjovi de Togodo, Kwesi et Lavagnon, préfecture de l'Est Mono, ils ont écrit au président de la République, Faure Gnassingbé, réclamation de notre domaine de Badjovi, Togodo et Lavagnon, Est Mono. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que le premier magistrat du pays, du pays et fils de feu Gnassingbé et Adema, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le domaine Badjovi, appelé Togodo et Lavagnon Est Mono, domaine appelé actuellement la Faune, y compris la préfecture et ses environs, que feu président Eyadema aurait exploité à Lavagnon durant son règne, est une des propriétés de la collectivité Tété, héritier de notre ancêtre Tété, Tenteto, dit Tchayo. Donc, quand ces terres ont été données pour l'exploitation à nos frères qui sont venus de la région septentrionale parce qu'ils n'ont pas suffisamment de terre chez eux, donc ils ont besoin de terres pour vivre. Et Adema en a profité pour prendre une partie pour en faire sa propre ferme et une faune. Donc, il a pris ça, il a pris ça comme voilà. Et alors que c'est un bail qui a été concédé à ces populations-là. Et Adema lui vient, il prend une grande partie, il en fait une faune et une ferme agricole. Et Faure vient maintenant, il vient mettre les bornes dans les domaines. Alors qu'il n'a pas acheté les terres, ce ne sont pas des terres qui sont achetées, il vient mettre les bornes pour dire que domaine privé de Yadema, personne ne doit rentrer dedans. Donc, les terres que la ferme de Yadema, qui est à Lavagnon, sur laquelle il y a la ferme de Lavagnon et la faune, n'appartient pas au Gnassingbé. C'est une terre qui a été mise à la disposition des populations allogènes par le colon à des fins d'exploitation agricole. Donc Eyadema lui vient, il prend une partie, il en fait une faune, il élève les animaux sauvages là-bas et il fait de l'agriculture et il bloque ces terres-là. Donc les populations de ces localités ont écrit à Faure Gnassingbé en lui rappelant que cette terre dans laquelle Eyadema a installé sa ferme fait partie du contrat de bail de la zone B de l'Est de Mono, conformément au test subséquent et relatif signé entre l'État togolais et la collectivité Kwesi le 18 juin 1960. Pourquoi le 18 juin 1960? Parce que quand Sylvanus a pris le pouvoir en 1960, Sylvanus a prolongé, a signé de nouveau une nouvelle disposition pour... Voilà, vous allez voir, Sylvanus, 18 juin 1960, je suis en train de chercher ce document de Sylvanus, a prolongé le bail pour les populations de cette localité pour les 50 prochaines années. Et ça a été signé par le président Sylvanus Olympio. Voilà, décret numéro 6060 PM, donc tout ça, portant approbation du contrat bail de l'Est Mono, vu la loi 60 du 23 avril 1960 modifiant l'organisation institutionnelle de la République togolaise, vu le décret du 13 mars 1926 portant réorganisation du domaine machin, article 1er, est approuvé le contrat de bail intervenu en République du Togo et intervenu entre la République du Togo et les collectivités des cantons de Kwesi, Djama, portant sur la zone B de l'Est Mono, telle qu'elle est délimitée aux 10 actes, moyennant le prix annuel et symbolique de 1 franc symbolique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 18 juin 1960, le Premier ministre signé Sylvanus Olympio. Ampliation, le directeur du cabinet du Premier ministre signé Dr Trenou. Voilà. Donc, ça c'est le document que Sylvanus a signé en 1960. Donc, aujourd'hui, il y a une espèce de tension dans cette localité entre ceux qui ont accepté d'accueillir nos compatriotes qui viennent de la région septentrionale à des fins d'exploitation agricole de leurs terres, d'une part, et de l'autre part,
un problème entre les autochtones et les Nyasingbe qui ont bloqué une partie des terres et en ont fait leur propriété privée, alors qu'ils n'en ont jamais acheté chez personne. Donc, ils ont fait toutes les démarches, ils sont allés déposer des dossiers auprès du préfet de Lavagnon. Le préfet les a renvoyés en les insultant. Et ils ont écrit plusieurs fois à Fon Nyasingbe. Fon n'a pas réagi, mais de temps en temps, Fon prend son hélicoptère et il va un week-end à Lavagnon. Il vit là-bas tranquillement dans la nature, il mange les viandes de brousse, alors que les terres sur lesquelles il est là-bas ne lui appartiennent pas. Donc, il y a ce dossier de Kwesi là qui traîne et que nos confrères de Liberté avaient déjà aussi consacré une parution ou plusieurs parutions. Et donc, ce problème est là. Donc, il y a des problèmes partout comme ça sur l'ensemble du territoire qui risquent demain de compromettre la paix sociale et la cohésion entre les différentes communautés qui peuplent notre territoire. Et c'est parce que justement, les dirigeants sont des protagonistes qui n'arrivent pas à régler les problèmes. Parce que ce problème aurait peut-être trouver une solution si les Nyasingbe ne se sont pas accaparés d'une partie des terres dans cette localité-là en transformant ça en une ferme ou en une faune. Donc, voilà pourquoi on dit les dirigeants doivent déclarer leurs biens et doivent être à distance de certains problèmes pour pouvoir avoir la possibilité de trancher ces problèmes-là lorsque ces problèmes remontent à la surface. Donc, voilà, et Lavagnon là-bas, ils ont mis des pancartes là-bas, des délimitations, terrain de Yadema. Donc, voilà. Donc, Fort, lui, il en jouit tranquillement. Je ne suis même pas sûr que ses propres frères en jouissent. C'est peut-être lui seul qui jouit de tout ça. Donc, les peuples de Kwesi, là, ils sont vent debout pour réclamer leur terrain. Merci. Ça, c'est la première partie. Ça nous a pris un peu de temps, 1 heure de ce live-là. On a 2 sujets qui restent. Le sujet de l'OTR qui sera en dernier. Je sais pourquoi je l'ai mis en dernier. Et